痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。8 novembre 2010, chapitre 512, débute l'arc le plus controversé de Naruto. Certains y voient une insulte, une injure, une transgression de ce que Naruto a apporté au fur et à mesure des années. Et vas-y que je te retourne ma veste sur des éléments clés de l'œuvre comme le destin, et vas-y que je t'introduis des méchants à la dernière seconde sans explication explicative, et vas-y que tout le monde se manipule tellement qu'on a l'impression de jouer à Among Us. Bref, il y a eu pas mal de critiques concernant la fin de Naruto. Surtout que la fin dans une œuvre, c'est une mise en perspective de tout ce qui a été réalisé. Si pour beaucoup ce qui compte c'est pas la destination mais le voyage, il n'empêche que rater sa fin, bah ça laisse un arrière-goût assez amer dans la bouche. Je dirais même plus, c'est difficile de revoir un morceau de la dite œuvre en question en sachant où ça mène si cette destination n'est pas excitante. C'est clair. Et cette quatrième grande guerre, bah le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pas vraiment convaincu. Mais rassurez-vous, jeunes fans d'Aspros le Magnifique, je vais vous changer tout ça. Sous vos yeux ébahis, je vais réparer la quatrième grande guerre ninja. Oui, la réparer. Pas la réécrire intégralement, parce que je trouve qu'on a quand même une sacrée base, de très bonnes idées, mais qui n'ont pas pu être entièrement exploitées, et je pense que le manque de temps est une explication non négligeable dans le résultat proposé. Ce n'est que ma théorie, mais je pense qu'il y a 99% de chances que j'ai raison. Bref, on va reprendre les éléments de cette grande guerre, et je vais les ajuster. Ajouter des éléments, en enlever d'autres, transformer légèrement certains passages, et avec 2-3 coups de tournevis, on va rendre cet arc 1000 fois meilleur. Personnellement, je trouve que la grande guerre était un super arc, avec probablement le plus grand nombre de meilleurs moments dans l'œuvre, mais avec ce que je vous ai concocté, croyez-moi, ça aurait été définitivement top 1. Accrochez-vous. Et puisque j'entends cette nouvelle vague à la mode de « Ni, il avait raison » pour justifier de la mauvaise qualité de cet arc, on va pouvoir commencer. Oui, je pense que même avant le début de cette guerre, on aurait pu modifier quelque chose histoire de commencer sur de bonnes bases. Dans le manga, Obito est intervenu au conseil des 5 Kage et il a réclamé qu'on lui livre Hashibi et Kyuubi. Les 5 Kage étaient en mode bah non en fait on va te soulever tes grands morts et Alliance Ninja. Mais en vrai, je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne, il n'y avait pas forcément de raison de déclarer la guerre aux 5 pays. Il y a que Kumo et Konoha qui ont un bijou, donc à la limite tu menaces 2 pays, pas 5. Surtout que le but de ce conseil c'était justement de proposer une alliance et en arrivant en disant je suis Madara, bah ça a un petit peu forcé les pays à s'allier. Mais moi, si je dois réécrire ce passage, ce qui est un petit peu le but de cette vidéo je le rappelle, bah je le ferai comme ça. Obito arrive et demande à ce qu'on lui livre les bijoux. Il propose une alliance avec les autres pays en expliquant son plan. Si vous me livrez Hashibi et Kyuubi ou si vous m'aidez à les capturer, tous les survivants seront plongés dans un monde de rêve. Si vous refusez par contre vous serez tués et la seule chose que vous allez connaître c'est l'horreur, la peur, le désarroi, etc. Bref, il le menace bien salement mais leur laisse un échappatoire. Le Raikage aura alors une petite goutte de sueur en comprenant que là, bah il pourrait avoir 3 pays à dos, plus Madara. Et là t'as Gaara qui prend la parole pour dire que même si Suna n'est pas menacé par Obito, il refuse de laisser un Jinchuriki se faire capturer parce qu'il sait ce que ça fait. Il comprend la vie difficile d'être un Jinchuriki, donc même pas en rêve il les livre. Et mieux, il dira que Suna fera tout son possible pour protéger Kumo et Konoha. Le Raikage là il serait complètement choqué. Ensuite t'as Onoki qui va avoir un petit discours en mode alors c'est ça les convictions dont tu faisais référence tout à l'heure? Effectivement, je t'avais mal jugé, tu n'es pas qu'un gamin, tu es un Kage droit et fier. Ça vous voyez c'est cool parce que ça rajouterait un petit peu de matière à cette relation de respect entre Onoki et Gaara parce que pendant la Grande Guerre justement Onoki faisait l'éloge de Gaara. Mais avec cette scène en plus on développe tout ça, on reste cohérent avec ce qui a été dit. Et du coup Obito lui posera la question en mode Onoki, toi aussi tu vas t'allier à eux? Toi qui ne jures que par la puissance individuelle de ton village, cette fierté mal placée qui t'empêchait de t'allier aux autres, tu la ravales si facilement? Et Onoki répondrait si Oa reste de marbre après un tel discours du Kazekage, de quoi allons-nous avoir l'air? Je suis le Tsuchikage, après tout, c'est mon devoir de ne pas me laisser distancer par la nouvelle génération plutôt prometteuse. Et évidemment, la Mizukage accepterait l'alliance également, sans forcément plus de raison vu son caractère, mais on peut aussi imaginer une petite référence au fait qu'elle pense que c'est lui qui a manipulé Yagura et qui a transformé son village en village de la brume sanglante. Du coup, alliance des 5 pays. Ici, c'est pas la peur de Madara qui les a fait s'allier, c'est plus profond. Les pays ont commencé à se comprendre, à faire un pas les uns vers les autres, ils avaient envie de se protéger, de s'allier, d'interagir. Certes, la peur peut être un facteur dans l'équation, mais je trouve que cette version accentue les caractères des personnages et ça justifie plus facilement la paix future. Genre, c'est vrai que ça peut paraître assez déroutant d'imaginer 5 pays s'allier d'un claquement de doigts et bosser en équipe comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. En ajoutant cet élément, donc cette discussion, on comprend pourquoi ils se sont alliés et on sent la sincérité transparaître d'eux. C'est pas juste on s'allie parce qu'on n'a pas le choix, donc ça renforce vraiment cette sensation qu'à la fin, les pays sont définitivement alliés. Madara a été le déclencheur, mais ce qui a construit cette paix, c'est l'alliance des Kage qui ont enfin fait fi de leurs propres intérêts. Là, les Kage auraient géré. Mais voilà, c'était une petite parenthèse, j'espère que vous apprécierez.
Allez, comment réparer cette quatrième grande guerre ninja? Bon, déjà, qu'est-ce qu'on va devoir retirer? Bah, finalement, y a pas grand chose à enlever, hein. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Comme dit en intro, il y a une sacrée base dans cette guerre, avec de très bonnes idées. C'est juste que malheureusement, on n'a pas pu tout exploiter, et même si le temps est la grosse explication, il y a d'autres éléments qui minimisent la qualité de cet arc, donc on va devoir les enlever. Et le premier, vous le savez si vous suivez mes vidéos, mais Naruto ne doit pas tout faire. Je répète, le seul élément dans cette première partie de la Grande Guerre, donc jusqu'à l'arrivée de Madara, dont les gens se souviennent, c'est Naruto qui fait absolument tout. Non! On ne veut pas Naruto qui fait tout. C'est une guerre entre deux camps, Obito et Kabuto avec leur armée, contre l'Alliance Ninja et Naruto. Pas juste Naruto. Parce que le problème de faire en sorte que Naruto soit autant sur le devant de la scène, bah c'est qu'il fait de l'ombre aux autres personnages, et pas qu'un peu. Faut comprendre que là, c'est le seul qui fait quelque chose, ou alors il participe toujours aux événements. Gaara qui affronte le Mizukage, Naruto était là. Onoki qui affronte son maître, Naruto était là. On a le retour de Kimimaro, même ça Naruto le fait. Je comprends que de base, son idée c'était de mettre un terme à cette guerre tout seul, mais ça aide le développement d'un personnage au détriment de l'intégralité du reste du roster. Et ça c'est terrible, mais Naruto n'en avait pas vraiment besoin. Surtout que le fait que Naruto soit là rend cette guerre beaucoup trop facile, hein, mais ça on va le voir dans quelques minutes. Aussi, je retire ce système de réincarnation. Oui, je pense avoir capté, c'est parce que Naruto ayant un parcours de vie qui prône l'entraide et le travail d'équipe malgré toutes les épreuves, qu'Ashura a décidé de se réincarner en lui. Naruto n'est pas né comme le réceptacle d'Ashura, mais l'est devenu ceux qui symbolisent la réussite de son parcours de vie, blablabla. Mais le problème ici, c'est que ça place Naruto encore sur un autre plan que les autres. C'était déjà le Jinchuriki du bijou le plus puissant et l'enfant de la prophétie. Pas besoin de lui donner encore un autre rôle. Là, on va commencer à croire que Naruto est juste celui qui aura tout et puis c'est tout. Après, c'est commun à pas mal d'œuvres, hein. Genre s'il y a un enfant de la prophétie, une réincarnation de je sais pas qui, l'élu de je sais pas quoi, ce sera toujours le héros, ou alors un monde très proche du héros. Mais ici, j'ai la sensation que ça vient rentrer en conflit avec le message principal de l'œuvre et surtout de l'interprétation que les spectateurs ont de ce dernier. C'est dommage de prendre ce risque pour finalement n'en tirer aucun bénéfice. Je pense que personne n'a été émoustillé en se disant que oui, Ashura a choisi Naruto parce que c'est trop un boss. Tout le monde s'en fout, on parle de Naruto là. Donc la balance bénéfice-risque n'était clairement pas avantageuse ici. Et j'aurais peut-être retiré Jubi. Là j'en suis pas sûr, mais effectivement l'évincé de la scène principale pourrait être un bon plan. Genre tu peux le garder évidemment, mais tu ne fais pas les Jinchuriki de Jubi, t'en fais juste une force qu'il faut maîtriser tout comme Obito ou Madara en mode 3 gros adversaires. Ou alors tu l'utilises juste pour ramener Kaguya, genre Zetsu fait en sorte de l'utiliser pour ramener sa mère et c'était la raison pour laquelle il voulait que le groupe capture les bijoux. Parce que en écartant Jubi comme ça, tu crées pas un monde entre Naruto et Sasuke et le reste des ninjas, ce qui a juste décrédibilisé complètement l'alliance dans le manga. Même sans Jubi, Obito et Madara géraient parfaitement bien l'alliance, donc finir avec Naruto, Kasem2, Mode Ermite et Sasuke éternellement Mangekyou Sharingan, ça passe clairement. Ou alors tu donnes le Rinnegan à Sasuke, mais pas le chakra du Rikudo, donc pas le giga gros boost de puissance qu'il a eu. Et comme Naruto Kasem2 Mode Ermite était bien plus fort que Sasuke éternellement Mangekyou Sharingan, oui, lui donner le Rinnegan pourrait équilibrer. Ça fait que l'alliance ne servirait pas à rien, Guy 8ème porte n'aurait pas été si fort que c'est presque illogique, même si j'aime beaucoup, mais bon c'est un autre sujet, et on aurait jusqu'au bout de l'œuvre des combats de ninja, pas de divinité. Parce qu'à la fin, oui, c'est juste Jutsu venu d'un autre monde sur Jutsu venu d'un autre monde. Ça vraiment, je peux comprendre que ça n'est pas plu. Après, effectivement, on a eu des Jinchuriki tous les bijoux, ça donne envie de connaître un Jinchuriki puissance max, mais bon, juste le retirer du devant de la scène, ça aurait pu être bénéfique. Et bah c'est tout. Il y avait vraiment pas grand chose à enlever en fin de compte, et même ce qui est à enlever, c'est pas non plus la mer à boire. C'est pour ça que je dis que cette grande guerre doit juste être réparée. Et maintenant qu'on a retiré les vis défectueuses, on va pouvoir ajouter les boulons tout neufs. Aspros bricolage. Je pense avoir tout vu en 2025 moi. Mais bref, pendant cette grande guerre, on aurait pu, et on aurait dû avoir plus de choses. Déjà, évidemment, il nous fallait plus de stratégie. L'un des problèmes selon moi dans Naruto, c'est qu'on sous-utilise les ressources à notre disposition, et c'est dommage. Dans un monde de ninjas, ces derniers sont normalement capables d'accomplir plein de types de missions, et ce, peu importe la situation. Je trouve ça dommage que pendant la Grande Guerre, tout comme le reste de l'œuvre, on n'ait pas cherché à exploiter un petit peu mieux leurs compétences. Une guerre, c'est un affrontement militaire, effectivement, mais tout ne se règle pas uniquement en prenant des gants et en allant se taper sur un ring. Moi, auteur de Naruto, je fais en sorte d'inclure des éléments militaires autres que le combat. Par exemple, une infiltration QG, une prise d'otage des daimyo, un enlèvement de proche non ninja de l'un des combattants pour le prendre au dépourvu, garder Dan dissimulé quelque part et lui faire utiliser sa technique de spiritualisation pour infiltrer des camps, éliminer des gens pour en faire accuser d'autres, ou tout simplement pour faire du repérage ou de la collecte de données. Oui, Dan il est super adapté dans une guerre, mais encore faut-il bien l'utiliser. En fait, t'as plein de façons de faire, et ce que j'ai cité n'est qu'une infime partie de toutes les possibilités. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas prendre cette guerre comme une excuse pour enchaîner combat sur combat. Avec Zetsu et ses capacités d'infiltration par exemple, oui, ça je veux le voir. Le camp des méchants qui prend l'ascendant sur celui des gentils via autre chose que la puissance brute. Bon après t'as Tsukunori Suzumaki qui avait pile la capacité pour gérer ça, mais bon, fallait-il d'autres preuves pour dire que c'était une mauvaise idée de le laisser tout faire tout seul? Je pense pas.
Ajouter des scènes, même courtes, de stratégie de la sorte, ça aurait quand même aidé à ce qu'on soit pris dans la narration. On aurait eu la sensation d'assister à une guerre, pas juste un match à mort par équipe digne de Modern Warfare 3. Et oui, MW3 mais une face à MW2. Non, ne cherchez pas à argumenter. Sinon, je pense que cette guerre était l'occasion de développer un petit peu le concept de samouraï. Bah oui, on les découvre pendant le Conseil des 5 Kage, sauf que là, impossible de réellement les développer vu le star power à côté. Du coup, pendant cette guerre, vu que les samouraïs ont également participé, on aurait pu les mettre un petit peu plus en avant. Par exemple, avec un combat. Et je précise qu'après cette partie, je vais évoquer les combats que j'aurais aimé inclure, et celui-ci en aurait fait partie, mais bon, pour développer ce point, faut que je spoil un petit peu la fin. Merci de votre compréhension de type compréhensive. Bref, imaginez Kabuto se penche un petit peu sur les figures historiques et retrouve des combattants légendaires appartenant à l'ordre des samouraïs. T'as le choix évidemment, genre Musashi Miyamoto, c'est en général celui qui est considéré comme le plus célèbre des samouraïs de tous les temps. Tu le canonises dans l'univers de Naruto, tu dis que c'est l'ancêtre de Mifune par exemple et qu'il a eu une histoire avec Hashirama et Madara, ou tu lui donnes un petit peu l'aura d'Ashina Uzumaki, le patriarche de ce clan. Bref, on a juste à faire en sorte de le présenter comme une sérieuse menace que les ninjas ne peuvent pas affronter au vu du match-up. Genre ils ont pas l'habitude de se battre avec des samouraïs, et encore moins avec des samouraïs aussi légendaires. Et là, il démolit tout le monde jusqu'à l'arrivée de Mifune. Discussion entre les deux et il va poser des questions, mais ces questions vont surtout servir à planter le décor et à nous donner le lore des samouraïs dans cet univers. Par exemple, au tout début, avant même l'époque d'Hashirama et Madara, les samouraïs et les ninjas étaient en conflit pour prendre possession des différentes terres à travers le monde. C'était une guerre constante et les deux camps étaient au même niveau. Sauf qu'aujourd'hui, les samouraïs se sont effacés et les ninjas sont ceux qui dominent le monde. Musashi serait énervé de voir que tout ce que ses ancêtres lui ont bâti est parti en fumée, donc il voudra fumer Mifune et tous les samouraïs pour leur manque de conviction. Là, il y a bagarre, Musashi domine tout le monde sans difficulté, ce qui montre que c'est pas un rigolo, et là il y a explication. Si les samouraïs ont lâché les conflits et sont effacés à travers le temps, c'est parce qu'ils ont compris que mourir sur le terrain, c'était pas ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient vivre en paix et n'utiliser leur force que lorsqu'il fallait se défendre et défendre leurs proches. Comme dans l'histoire du monde en fait, quand le Japon est entré dans une longue période de stabilité sous les Tokugawa, les samouraïs n'avaient plus vraiment de guerre à mener et leur Bushido a évolué vers une philosophie plus morale que martiale. Ici, ça pourrait être pareil. Les ninjas et les samouraïs ont cessé les conflits entre eux et les deux camps ont évolué. Les ninjas se sont divisés en clans et les samouraïs ont changé leur façon de voir la vie. Ils ont adopté une vie plus pacifiste, plus tournée vers l'honneur trouvé dans la paix et la protection d'autrui. Évidemment, on balance la sauce niveau histoire ici et Musashi va ouvrir les yeux sur le monde qui évolue, un petit peu comme Ishio au début de la partie 2. Oui, il a connu une époque différente, une époque où il fallait dominer le camp adverse. Mais aujourd'hui, il se trouve à cheval entre son époque de barbare, l'époque des samouraïs pacifistes et une nouvelle ère qui se dessine. Le monde change et la mentalité du samouraï ne doit pas rester figée, donc il accepterait de changer. Et là, j'imagine une scène beaucoup trop stylé, genre Musashi qui est debout, tout le monde sur le terrain panique. Sauf que Mifune voit dans ses yeux que ses convictions se sont rallumées. Un des ninjas va hurler « Faut à tout prix qu'on arrive à le sceller, bordel !» Et Mifune sera en mode « Non. Peu importe la puissance de l'Edo Tensei, rien ne peut briser l'esprit d'un samouraï. » Musashi résiste à l'emprise de Kabuto et il sera en mode « Bon, avec lui, il va falloir que je le contrôle complètement. Il est intenable. » Et la stupéfaction, même sans esprit, il résiste. Parce que son âme de samouraï est tellement forte qu'elle est ancrée dans son corps. Plus qu'une chose à faire, le renvoyer dans son monde. Cette marionnette n'est pas une marionnette. C'est un samouraï. Là, tu développes les samouraïs, tu montres que certains peuvent être de sacrées menaces, ça développe Mifune, ça rajoute un coup de pression sur le champ de bataille, et tu étends le lore de cette mythologie. Et en vrai, un ou deux chapitres ça suffisait. Il n'y avait pas spécialement besoin de plus, mais moi, auteur de Naruto, j'aurais quand même pris le temps de développer les samouraïs, c'est juste trop dommage de ne pas l'avoir fait, et ça aurait permis de conserver Hanzo de la Salamandre pour autre chose par la suite. Mais chaque chose en son temps. Et en parlant de lore, oui. J'aurais créé une véritable backstory pour Kaguya, et même globalement j'aurais fait en sorte de mieux l'introduire. Parce que oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, je n'aurais pas retiré Kaguya pour laisser Madara être le méchant final. Je trouve que l'avoir en boss final, ça ajoute quelque chose, et vu que ça permet d'introduire la suite qui est Boruto, oui, c'est cohérent. On aime ou on n'aime pas... Mais ce qui compte, c'est que ça avait un intérêt. Et en plus, j'ose le dire, mais le combat final entre l'équipe 7 et Kaguya, il était quand même un peu stylé, bien plus que contre Madara. Bref, que faire avec Kaguya? Bah, en vrai... Tu reprends l'animé, tu canonises ce qui a été montré. Là oui, on a son background qui n'est pas exceptionnel, mais pas grave, on comprend qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle représente. Ça ne sera pas la backstory du siècle, loin de là, mais au moins tu aurais un boss final dont les motivations seraient claires, et comme on aurait un petit peu le cheminement de sa pensée, ça nous aurait permis de nous ranger un petit peu plus facilement derrière elle comme représentante finale des méchants de ce manga. Sur ça, vraiment, l'animé l'a trop bien géré. Et d'ailleurs, je pense que ce développement doit être fait bien plus tôt dans l'œuvre. Genre, pendant le conseil des 5 Kage, tu parles du Rikudo via les propos d'Obito, mais tu refaçonnes un petit peu la conversation pour évoquer Kaguya, en mode le Rikudo
Rikudo est le premier être né du chakra puisque sa mère est à l'origine de ce concept sur Terre. Rien de plus. Comme ça, tu éveilles la curiosité des lecteurs, tu découvres le Rikudo ici, mais tu sous-entends que sa mère est quelqu'un de particulier mais sont plus développés ici. Et ensuite, tu fais dire des morceaux d'infos à Madara, à Kabuto, à Obito au fur et à mesure et tu agrandis son lore progressivement. Comme ça, dès qu'elle arrive dans les derniers chapitres, tu sais qui elle est, son arrivée aurait été fortement théorisée et dès les premiers instants, on se serait dit « Ah ouais, là il y a un problème, c'est Kaguya ». Un peu comme Godfrey quand j'y pense. Dans Elden Ring, tout le long du jeu, tu récupères des informations sur un petit peu tout le monde, mais particulièrement sur Godfrey, et on te le vend comme un monstre parmi les monstres. Et dès que tu le vois pour la première fois, oh bordel! Bah, en vrai, ça aurait pu être pareil avec Kaguya. Et certes, canoniser leur série sur elle, ça peut prendre du temps, genre 4-5 chapitres, mais au moins son introduction via les différents dialogues que j'ai évoqués à l'instant, ça prend aucun temps. C'est genre une bulle de dialogue par-ci par-là, ça va. Parce que là, on a vraiment eu la sensation qu'elle arrivait comme un cheveu dans la soupe, hein, surtout quand tu sais qu'elle remplace un méchant du niveau de Madara. Donc ouais, une véritable backstory pour Kaguya et tu retires un énorme point noir de cet arc. Et enfin, dernier truc à ajouter, bon, en fait, c'est plus 2 idées, plus de défaites du côté des gentils, et surtout, plus de morts. Je l'ai déjà dit et répété, dans une guerre, tu dois avoir des morts, et des morts importantes. C'est un conflit qui est censé traumatiser, qui est censé nous donner un sentiment d'oppression, de crainte, de pression constante. Ici, non. Pendant la première partie, on va dire les termes, c'est limite si on s'en battait pas les steaks tellement les persos qui combattaient n'avaient aucune importance ou qu'ils étaient juste trop importants pour mourir. Genre Kakashi, impossible qu'il meure ici. Et ça, c'est accentué par Naruto qui est partout et qui permet de retourner comme des pancakes l'intégralité des Edo sur les différents terrains. Genre, là où il y avait les anciens Kage, s'il vous plaît. C'était tendu, mais Naruto il est arrivé, il s'occupait de la zone. Pas vraiment d'intérêt. Il fallait qu'on voit le camp des gentils essuyer défaite sur défaite pour qu'on se dise qu'ils sont dans de beaux draps, qu'ils soient dans une position d'outsider. Là on en viendrait presque à se poser des questions sur le plan d'Obito tellement il était pas préparé sans Kabuto qui l'a rejoint sans qu'il l'ait souhaité, je vous le rappelle. L'alliance elle était trop forte, hein, mais alors imaginez sans les Edo. Ça aurait été un massacre. Donc oui, plus de défaites, ça aurait équilibré un petit peu les forces, et avec l'arrivée de Madara, la balance aurait été complètement renversée du côté des méchants, ce qui aurait redynamisé cette guerre. Bon après c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est parce que Madara était juste beaucoup trop fort, hein, sauf que ça rend juste la partie de cette guerre intéressante à suivre pour les raisons évoquées, mais pas la première partie, alors qu'on aurait pu la rendre tout aussi intéressante. Fallait juste plus de défaites. Et plus de morts. Genre, les 5 Kage. Tu fais en sorte que Madara les tue véritablement ou qu'il meure par la suite, peu importe. Imaginez une scène où tout le monde est quasiment mort, Orochimaru arrive et au lieu d'utiliser Karin vu l'étendue des blessures, il utilise un jutsu interdit qui va les soigner temporairement, mais qui va leur coûter la vie quelques heures après. Les Kage seraient au bord de la mort, mais ils accepteraient de se battre jusqu'au bout, quitte à en crever, sans se dégonfler. Là ils se battent, fin de la guerre et décès des 5 Kage. Que va-t-on faire sans les chefs responsables de la paix? Bah on avance. Nous aussi on veut la paix, on s'est battu avec nos frères d'armes pendant cet affrontement, donc on va continuer à avancer et à les rendre fiers. Nouvelle sélection de Kage et bim, fin du manga. Faire mourir des personnages aussi importants, ça nous aurait rappelé que là, on était en guerre et que c'était du sérieux. Malheureusement, nous n'avons eu que Neji comme mort importante dans le manga et c'est vraiment terrible. Mais avec plus de morts, la sienne aurait été sublimée vu que oui, elle est cohérente avec son personnage. C'est juste que, comme c'est le seul à mourir, ça donne un petit peu cette sensation d'injustice. Et si vous n'êtes pas résolu à tuer les 5 Kage, bah on peut au moins en prendre quelques-uns, genre Tsunade. Naruto se fait extraire son bijou, faut le sauver. Tsunade utilise la technique de résurrection de Shio et sacrifie sa vie pour sauver l'élève de son ami qu'elle n'a pas pu protéger et la représentation du rêve de son frère et de son amant qu'elle n'a pas pu protéger non plus. Surtout que Tsunade qui meurt, c'est ultra symbolique mais aussi super impactant. T'imagines, tu perds Tsunade pendant la guerre, là ça fout un coup au moral. Et ça justifierait même pourquoi Kakashi est devenu Hokage juste après. Donc oui, il fallait que Tsunade y passe pour briller de 1000 feux pendant cette guerre. Elle le méritait. Même s'il dit comme ça fait un petit peu psychopathe qui la déteste, hein, mais vous avez capté l'idée. Évidemment, Gai Maito aurait dû également y passer. Que Naruto le sauve, ça décrédibilise complètement son sacrifice, et c'est dommage, parce que la mise en scène faisait que oui, c'était son chant du cygne. Lee qui ne pleure pas pour ne pas insulter son héros qui se sacrifie pour sauver la nouvelle génération. Gai qui transgresse les lois de la physique en allant si vite qu'il tord l'espace devant lui. Madara qui passe à 2 doigts de la mort et qui reconnaît que c'est un être à part. Fallait qu'il meure, bordel. C'est mon personnage préféré, mais... il aurait dû mourir. Si Goku avait fait son discours à Gohan avant de se sacrifier et qu'il était revenu in extremis juste après, ça aurait gâché la scène. Là, c'est terrible, mais c'est ce que ça m'a fait. Donc ouais, adieu, ombrageuse panthère de jade de Konoha. Tu aurais été le god que tu penses être. Mais bref, des morts, vous pouvez en ajouter à l'appel, hein, parmi les 12 de Konoha, parmi les ninjas importants des autres villages, c'est vraiment libre. Dites-vous juste que plus il y en aura, plus cette sensation de guerre sera présente, donc c'est open bar. Et avant de nous quitter, je vais toucher 2-3 mots sur les combats. Parce qu'effectivement, je pense que globalement, les combats étaient bons, surnommés leur facilité à cause de Naruto. Mais en dehors de ça, oui, ils étaient cool, même si j'aurais tendance à penser que d'autres combats auraient pu ou dû avoir lieu. Par exemple, je l'ai déjà dit, Mifune contre un samouraï légendaire, ça aurait pu le faire, que ce soit pour le style, parce que les combats à l'épée ça claque, ou pour ajouter du lore au manga comme je l'ai expliqué. Sinon, bah tu capitalises sur les Edo que tu as ramenés. Genre
Kimimaro, pourquoi tu ne le fais pas affronter Lee? Ça aurait pas été parfait? Dans la partie 1, Kimimaro était en train de crever. Il a affronté Lee qui sortait à peine de son lit d'hôpital et qui n'était pas à pleine puissance. Ce jour-là, Lee se serait fait tuer sans Gaara. Donc oui, t'as quelque chose à raconter. Kimimaro revient à pleine puissance, il croise Lee et lui dit d'aller chercher Gaara s'il veut survivre, comme la dernière fois. Lee va répliquer qu'il n'est plus le même aujourd'hui et combat entre les deux. Lee remporte ce combat, ça le met énormément en avant et tu mets enfin un terme à ce chapitre de leur vie. C'est peu, mais avec ça, tu donnes un petit peu d'importance à un personnage aussi cool que Lee. Et vu que ce combat serait une référence directe à la partie 1, bah les gens ils ne pourraient qu'apprécier. Donc oui, Kimimaro il est revenu à la vie, fallu lui donner quelqu'un d'autre pour capitaliser sur ça. Pas Naruto quoi. Pareil, dans le même groupe t'avais Hanzo. Envoie-lui Tsunade, perds pas ton temps avec Mifune. Tsunade c'est la seule à l'avoir affronté et vu son style de ninja médecin, c'est la plus adaptée pour gérer son poison. Tsunade va sur le terrain, affronte Hanzo et lui fait retrouver ses convictions en faisant la démonstration des siennes. Référence à leur précédent combat, Tsunade brille, Hanzo brille, le combat est épique, y a tout qui passe. Lui donner Mifune, mais... Pareil, t'as Shio, envoie-lui Sakura. Sakura c'est la seule à avoir combattu avec elle et ça fera un petit peu prof qui voit les progrès de son élève. Sakura lui soulève son chignon et Tsunade arrive ou est déjà sur le terrain, peu importe, et il y a un petit commentaire en mode Tsunade, auparavant j'ai dit que je pensais que cette petite pouvait te surpasser. En fait, je me suis trompé. Je ne le pense pas. J'en suis persuadé. Elle deviendra ninja encore plus incroyable que toi. Bim, Shio brille, Sakura brille, Tsunade brille. Référence au début de la partie 2, tout le monde est content et Sakura aurait un autre combat de fou à inscrire à son palmarès. Sasori aurait également été possible pour elle, mais vu qu'Ankuro n'a pas grand chose, on va se calmer et lui laisser quand même. Soyons gentils. Et vous voyez, c'était juste un groupe d'Edo. Un seul. Et là, j'ai même pas pris la peine de rajouter des Edo dans l'équation, parce que les possibilités auraient été infinies. Non, en vrai. Bon allez, vous savez quoi, on fait ça la semaine prochaine. Je vais vous dire quels sont les Edo qui auraient dû revenir dans cette guerre pour continuer d'améliorer encore et toujours cet arc. Vous allez voir, on aura techniquement la suite de cette vidéo. Mais bref, si je dois conclure sur celle-ci, je dirais que globalement, la base de cet arc est quand même assez costaud. On a du très bon et le peu de négatif, au final, ça se répare assez rapidement et pas besoin de grand chose. Au lieu de montrer Naruto qui affronte un Edo, tu le remplaces par un autre avec une vraie histoire et c'est bon. Au lieu d'autant appuyer sur le système de réincarnation, tu développes Kaguya elle-même et tu l'introduis. Au lieu de faire gagner l'alliance, tu les fais perdre. Ça demande pas plus de temps, juste de le faire différemment. Et je pense sincèrement que rien qu'avec ces changements évoqués dans cette vidéo, on va retirer 90% de ses défauts. Donc ouais, y avait pas grand chose au final, hein. Alors imaginez la semaine prochaine avec en plus les personnages qu'on aurait dû avoir. Là je le fais passer de l'arc le plus controversé à l'arc le plus incroyable de tout Naruto. Et sur ces belles paroles remplies d'humilité, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, quel changement était nécessaire pour réparer cette guerre? Mes décisions vous paraissent-elles cohérentes? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. Et la prochaine fois programme, j'ai déjà spoilé. Mais croyez-moi que vous allez aimer. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que ça fait 3 ans qu'on fait des dates tous les dimanches. Comment ça vous connaître, bande de petits coquins?